Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, Gina, tu connais Monsieur Louembe? Je pense avoir vu un article sur lui. Vous étiez dans l'Union. Oui, de la semaine dernière. Oui, j'ai vu un article sur lui dans le journal L'Union. Moi, j'ai vu les photos que vous avez postées sur les réseaux sociaux lorsque vous avez refait la chapelle. C'est intéressant. Saint-Pierre, devenu aujourd'hui Saint-Jean-Paul II. Ah, d'accord. Ça se situe où? C'est juste en face de la présidence de la République. Mais c'est Saint-Pierre à la présidence. Oui, mais la chapelle a été rebaptisée Saint-Jean-Paul II. Ah, d'accord. Après la réfection. Comment vous arrivez à vous retrouver là en train de faire un tableau majestueux comme ça? Ça se passe comment? Bon, j'avoue que déjà pour cette première expérience en matière de fresque murale ou fresque monumentale, c'est la première expérience. Mais c'est beaucoup de recherche parce que là, c'est vraiment à thème, parce que c'est des choses religieuses. Donc, il y a des recherches qu'il faut faire. Il y a un travail de fond qu'il faut réaliser, notamment des croquis qui ont été faits en 3 semaines avec plusieurs modifications en collaboration avec le cabinet qui m'a invité pour travailler. la réflexion. Voilà. Vous avez commencé la peinture quand? C'est quoi votre histoire avec la peinture? Je crois que je suis né peintre. Je crois que je suis né peintre. Parce que, bon, je vous fais... C'est une anecdote. J'étais tout petit, 5 ans, au CP1. Mes premières années, à chaque fois que j'allais avec un cahier, 2 lignes, là, le cahier revenait avec Goldorak. Et je me faisais souvent taper par ma maman. Donc, je crois... Parents. Voilà. Je crois que je suis né peintre, mais... Ça a pris du temps pour prendre. Parce que les parents me faisaient comprendre qu'il fallait d'abord faire l'école, que ces choses-là ne rapportaient rien dans ce pays-là. Donc, être dessinateur, c'était pas un métier. Donc vous avez fait l'école? Oui, j'ai fait l'école. Jusqu'à quel niveau? Bac+4. Maîtrise, communication, marketing à l'IAM, à Dakar. Voilà. Au retour, et là, vous dessinez toujours? Oui, il faut dire que même durant et le dessin en même temps. Oui, même durant mon cursus ici à Libreville, à Port-Gentil, parce que j'ai fait mes études secondaires à Port-Gentil, j'avais déjà l'âme du dessinateur. Dans ma classe, c'était des petites cartes que je faisais pour les amis. Quand ils ont un événement, un anniversaire, ils veulent offrir quelque chose, je le faisais déjà. J'ai été primé en classe 4e. Premier prix Monseigneur André Raponda Walker, prix de dessin. Au collège Raponda. Voilà, donc j'ai eu le premier prix. Donc je crois que j'avais déjà les prémices de ce que je voulais faire plus tard. Vous peignez quoi exactement? Des choses religieuses, des visages religieux, des images traditionnelles, de l'abstrait, des fruits, des paysages? Quoi exactement? Bon, il faut dire que moi je suis, comme je vous dis, je suis un autodidacte. Donc j'ai pas de style en tant que tel. C'est que moi je peins à l'esprit. C'est que dès que j'ai une vibration, quelque chose qui retient mon attention, ça peut être parfois par des rêves. Je fais des rêves de ce que je dois créer et puis je le fais. Mais j'ai aussi un peu l'esprit rêveur. C'est qu'en marchant par exemple, je pense à quelque chose, une belle femme, une belle image, et puis je décide de traduire ça en tableau. Donc j'ai pas un style en tant que tel, peut-être parce que j'ai pas fait les beaux-arts, parce qu'en général quand vous faites les beaux-arts, vous êtes influencé soit par les professeurs qui vous enseignent, soit par un artiste qui vous a marqué dans votre vie. Mais moi je n'ai pas eu ça, donc je crois que je suis libre. Donc même en dans tant l'esprit. qu'autodidacte, vous n'avez pas eu de modèle? Vous avez fait des études supérieures, vous avez quand même jeté un coup d'œil sur ce qui se faisait en termes de peinture dans l'histoire de l'humanité. Bon, il faut dire qu'il y a quelqu'un déjà partant du Gabon, quelqu'un qui m'a beaucoup passionné, Maître Minko Minze, parce que j'ai trouvé dans son art et dans sa manière, dans sa restitution, quelque chose de particulier. Donc j'ai fait en 2002, je crois, j'ai fait les ateliers Maître Minko Minze. Donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré et qui a su aussi me faire... C'était quoi? C'est quoi cette chose particulière qui vous a touché? Je crois que chez lui, c'est ce côté abstrait, ce côté profond de l'art. Parce que quand vous regardez ces peintures, tout de suite vous êtes transporté. Il y a quelque chose de mystique
dans ce qu'il fait. Donc je crois que c'est ce qui a beaucoup retenu mon attention et je crois que moi-même je suis très porté par ça. D'ailleurs on me fait souvent la critique d'être un peu ésotérique dans mes œuvres. Est-ce que c'est vrai que vous êtes exotérique dans la vie? Dans la vie d'abord avant d'être dans les œuvres. Oui. Dans la vie, vous êtes quel genre d'individu? Bon, déjà, moi, je Vous considère êtes que là... introverti ou extraverti? Vous dites toujours ce que vous pensez ou bien vous êtes un observateur de la société? Non, je crois que je suis plutôt observateur de la société. Vous regardez quoi dans la société? Dans la société, les faits de société, tout ce qui est culturel. Parce que je pense que l'homme... Aujourd'hui, vous savez, on parle de mondialisation. C'est cet espace où tout le monde se retrouve. Mais aujourd'hui, pour tirer son épingle du jeu, il faut d'abord savoir qui on est réellement pour savoir où on va. Est-ce que vous faites ce travail de rechercher votre être intérieur? Forcément, parce que ça se lit dans mes œuvres. Je cherche d'abord ce que j'ai d'intrinsèque pour demain présenter quelque chose où les gens se disent « Waouh, ça, c'est autre chose ». Et en général, on nous pose la question, est-ce que l'artiste vit de son art? Mais pour vivre de son art aujourd'hui, il faut présenter des choses qui sont extraordinaires, des choses que les gens n'ont jamais vues, que vous présentez, qui font de vous quelqu'un de différent ou un artiste différent. Justement, parlant de proposer aux gens des choses qu'ils n'ont jamais vues, je ne sais pas si vous connaissez, elle s'appelle Esther Malangou. Elle est sud-africaine et elle, en fait, elle est peintre comme vous. Et elle a proposé en fait à l'Afrique du Sud quelque chose de différent. Elle peint l'intérieur des voitures, des BMW ou encore l'intérieur de Fiat pour leur donner ce petit aspect traditionnel purement sud-africain. Je sais que vous avez eu certains partenariats avec des concessionnaires automobiles au Gabon. Elle a même peint l'intérieur de certains avions. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver à ce niveau au Gabon où on pourrait avoir votre art dans une voiture ou dans un avion ou voilà, dans un espace qui en gros serait inhabituel en fait? Oui, je crois que c'est faisable. Il suffit juste de trouver le déclic ou de trouver le partenaire. Parce que vous savez que chez nous, on ne donne pas une grande place à l'art. Dès qu'on aura fait cette démarche-là, je crois que les artistes seraient plus prolifiques. Maintenant, vous allez me dire que l'artiste aussi peut déjà proposer. Mais je crois qu'on est dans cette démarche parce qu'aujourd'hui, il faut présenter des choses nouvelles aux gens pour pouvoir se démarquer de... Est-ce que votre art parle aux gens? Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà venus devant vos tableaux et ils ont juré pieds et mains qu'ils doivent partir avec le tableau chez eux? Il faut donner le prix. Bon, déjà, je crois que c'est d'actualité. Quand vous regardez dans les réseaux sociaux, notamment ma page, depuis pratiquement 2 semaines, on parle d'une œuvre que j'ai réalisée il y a 2 ans. Voilà, et il ne se passe pas un jour sans qu'on m'appelle ou qu'on m'envoie un message pour me parler de cette œuvre. Donc je crois que j'ai déjà réalisé ça. C'est en train de se faire. Maintenant, vous savez que dans l'art est un métier un peu ingrat. Vous pouvez passer toute une vie sans que les gens ne vous reconnaissent du talent. En général, les grands artistes, vous allez voir l'histoire des artistes dans le monde, ne connaissent la gloire qu'à titre posthume. Bon, j'espère que ce ne sera pas le cas pour moi. Donc, c'est malheureusement ça. Vous pouvez faire une œuvre, les gens ne vous reconnaissent ce talent que lorsque vous êtes parti ou lorsque vous êtes à la fin de votre carrière artistique. C'est laquelle des œuvres que vous avez faites il y a 2 ans que tout le monde... Celle avec le Gabon. Voilà, la dame sur la pirogue. Actuellement, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Le déluge. C'est le titre de l'œuvre. Oui. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous l'avez, comment vous est venue cette idée, qu'est-ce qu'elle traduit? Les interprétations sont différentes. Moi aussi, je l'ai vu à plusieurs endroits. Et puis, chacun en a fait son interprétation aussi. Bon, vous savez, après cette histoire, je crois que je me réserve aujourd'hui le droit de dire peut-être pas de dire ce qui m'a motivé dans cette œuvre, mais plutôt de faire moi-même une analyse de l'œuvre que j'ai faite. Vous savez, on a l'impression que vous avez découvert votre œuvre après l'avoir conçue. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai attaché un prix important à cette œuvre parce que l'histoire de cette œuvre a été réalisée en écoutant une chanson de Pierre Claver Akenenge, Eningo, qui signifie en langue, on peut traduire par la crue, mais beaucoup plus le déluge. Voilà, donc je crois que
À ce moment-là, j'ai ressenti des vibrations. En 2016, j'ai ressenti des vibrations. J'ai senti comme quelque chose qui pouvait arriver à cette nation si les gens ne prenaient pas la mesure des actes qu'ils posaient. Et je crois que sortir de là, j'ai réalisé ça et je me suis dit, même après, les gens se rendront compte de la portée de cette œuvre. Maintenant, je laisse le libre cours à chacun. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous laissez souvent dans vos œuvres, en travaillant, vous vous dites que bon, non, je laisse chacun, je travaille de manière à ce que chacun pourra donner son analyse de l'œuvre quand il va la regarder, ou bien vous imposez, vous donnez une directive à votre œuvre pour que personne ne sorte en dehors de ce que vous avez voulu représenter? Non, sinon ce n'est plus une œuvre. Sinon ce n'est plus une œuvre d'art. Vous savez, une œuvre d'art, c'est comme un voyage. Vous êtes dans un bus, vous faites du tourisme, vous êtes plusieurs. Vous n'avez pas les mêmes. Vous ne faites pas les mêmes analyses de ce que vous voyez. C'est-à-dire que vous pouvez être à gauche du bus, oui. Vous avez un paysage qui est différent, et celui qui est à droite a une différente analyse du parcours que vous faites. Donc, vous ne pouvez pas universaliser votre pensée. Vous ne pouvez pas imposer aux gens une pensée lorsque vous créez une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Elle est soumise à la critique. D'ailleurs, on dit que l'art est difficile, la critique est aisée. Donc, ça veut dire que les gens vont faire la critique de ce que vous faites et il faut laisser libre cours à ça. La preuve, c'est que quand vous regardez ma page Facebook, je réponds difficilement aux analyses ou aux questions des internautes ou des fans. Parce que je laisse les gens faire des critiques sur mon œuvre. Vous savez, vous pouvez créer une œuvre et puis quelqu'un vous fait découvrir quelque chose. Je me souviens, j'étais étudiant au Sénégal, parmi les premières œuvres que j'avais faites, j'avais été approché par une galerie, la galerie Le Verseau Design. Elle n'était pas très loin de l'ambassade du Sénégal, pour ceux qui ont appris entre 2004 et 2010. Vous aviez le Verseau Design. La première fois que je suis allé dans cette galerie, j'avais apporté une œuvre avec une dame qui portait un enfant et cette dame n'avait pas de tête. Et j'ai reçu la visite de quelqu'un qui contemplait cette œuvre et il m'expliquait que lui, dans cette œuvre, ce qu'il voyait en fait, c'était un enfant qui avait perdu l'amour de sa mère. Il avait un sein pour téter parce que la mère tétait. Il avait un sein pour téter, mais c'était un enfant qui n'allait jamais voir sa mère. C'était un enfant adoptif qui avait été adopté par une autre maman. C'est comme ça que lui, il m'expliquait l'œuvre. Or, moi, en créant l'œuvre, ce n'est pas l'idée première que j'avais, mais c'est une idée qui m'avait convaincu. Vous voyez ? Donc, il faut laisser libre cours à chacun de faire la critique. Quel est l'impact des couleurs dans votre art ? Est-ce que vous avez une préférence sur les couleurs ? Oui, je crois que j'aime les tons chauds. J'aime les tons chauds parce que je crois que c'est des tons qui sont révélateurs de la chaleur humaine, de la créativité. Et c'est des tons qui se rapprochent beaucoup plus de nos traditions. Parce que lorsque vous regardez nos traditions, nous avons le rouge, le blanc et le noir. Et lorsque vous faites l'addition de ces couleurs, vous tournez toujours autour des couleurs comme l'orange, le jaune. C'est la chaleur humaine, c'est la chaleur africaine dans mes tons. Moi, je peins beaucoup plus l'Afrique. Je peins la restitution de la culture africaine. Parce que je crois que nous avons des choses à montrer au monde. Lesquelles ? Tout le monde dit ça. Oui, nous avons des choses à montrer au monde. Aujourd'hui, vous savez, l'Afrique, on voit les Africains comme des crèves-la-faim. Il faut dire le mot tel qu'il est. On voit les Africains comme ceux qui demandent toujours de l'aide. Or, aujourd'hui, nous sommes des gens à capacité de production. Ouais, mais quand on voit ce qui se passe en Méditerranée, on est bien obligé de penser ça. Hein. Bon, maintenant, il faut comprendre. Remplis d'Africains qui essayent de rejoindre l'Europe et tout, au risque de leur vie. Comment vous voulez qu'on ne pense pas ça ? Bon, maintenant, il faut comprendre les conditions qui emmènent les gens à aller en Europe. Un rappeur africain, gabonais notamment, je crois Lord Ekominong disait dans une de ses chansons, à force, permettez-moi l'expression, à force de foutre le feu en Afrique, on finira par faire débarquer les fauves en beigne. Vous comprenez l'expression, elle est très forte, cette expression. Et souvent, c'est un morceau que j'écoute beaucoup et qui m'a marqué dans le rap.
Ça veut tout simplement dire que les conditions, peut-être, les gens ne vont pas en Europe parce qu'ils ne sont pas bien chez eux, dans le sens de... ils n'aiment pas leur terre. Mais c'est tout simplement parce que les conditions qui permettent à l'homme aujourd'hui de vivre ne sont pas remplies. Il y a une inscription qui se trouve sur la façade de la place du Trocadéro que vous avez filmée. Oui. Tout homme crée sans le savoir comme il respire. Mais l'artiste sans créer, son acte engage tout son être. Sa peine bien-aimée le fortifie. Qu'est-ce que ça... Est-ce que vous l'avez filmé, vous l'avez posté, donc ça vous parlait? Oui, ça me parlait. Vous voyez, aujourd'hui, c'est tout ça. C'est la problématique où on pose toujours la question à l'artiste. Est-ce que l'artiste vit de son art? L'artiste, lorsqu'il décide d'être artiste ou quand il naît pour être artiste, il ne vient pas pour être riche. Il vient parce qu'il sent une vibration, parce qu'il sent quelque chose en lui qu'il doit montrer à la face du monde. Donc, ce n'est pas tant pour être riche, mais c'est parce que la richesse que l'artiste a, c'est sa création. Il vit de ça. Souvent, ma compagne me pose la question, mais qu'est-ce que tu trouves dans l'art? Je dis que je trouve la plénitude dans mon art. J'ai pas forcément besoin de vendre ce que je fais, mais quand je peins, je m'extériorise. Ma vie se limite à cette création. Si le monde s'accorde à dire que je suis un grand artiste, alors je le serai demain. Si le monde me rend ce que j'ai créé ou la valeur que je donne dans mes créations, je deviendrai riche. Mais je ne crée pas pour être riche. L'artiste vit de ça. Donc pour moi, lorsque j'ai vu cette inscription, elle m'a parlé parce que j'ai compris le message pour lequel j'étais venu sur Terre. Je suis venu pour créer. Et ça me suffit. Quand vous avez fait ce tableau-là, c'était une commande spéciale ou bien c'était la liberté d'expression? Celui-là. Déjà, il faut restituer. Cette œuvre, elle existe bel et bien. C'est une œuvre de Michel-Ange, la Pietà, mais elle est sous forme de sculpture. Ah, voilà, en réalité, ce n'est pas un tableau. Voilà, ce n'est pas un tableau. Mais moi, on va dire que moi, j'ai peut-être le mérite de l'inscrire en fresque murale. Mais c'est une œuvre qui existe, elle n'est pas de moi. Maintenant, la décision de faire cette œuvre vient du fait qu'avec le cabinet avec lequel j'ai travaillé, nous nous sommes demandé quelles sont les œuvres qui peuvent parler. Parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir proclamer la foi que nous avons en Dieu. Et des fois, des peintures, des sculptures peuvent nous aider à garder cette foi. Et donc, on a choisi cette fresque-là parce qu'elle est parlante. C'est un instant bien précis dans l'histoire du Christ. C'est lors de la descente au tombeau qu'on remet à Marie le corps de son fils. Donc vous voyez que c'est un instant qui est plein d'émotions. Quand on vous remet votre fils, le corps sans vie, imaginez une maman devant le corps de son fils qui avait certainement une mission bien précise pour les hommes, sauver le monde, et qu'on vous le remette comme ça parce qu'il a voulu aller au-delà de ce qu'il a voulu accomplir sa mission. Je crois que le moment est quand même assez... Est-ce que vous ressentez ça au moment du travail? Est-ce que vous ressentez cette vibration, cette expression pour avoir des traits aussi précis? Ou bien c'est juste la technique? Non, déjà, il faut s'inspirer de l'homme qui était Michel-Ange. C'était un homme qui était très perfectionniste. Je n'ai jamais visité la chapelle Sixtine, mais même quand vous regardez en image, vous vous rendez compte du goût du détail que l'homme avait. Et lui, il allait au-delà, parce que vous savez, l'école de peinture, il y a deux écoles. L'école des arts, il y a deux écoles en Occident. Vous avez les Grecs, qui mettaient beaucoup plus l'accent sur le corps, sur la beauté du corps, les muscles. Ils étaient très précis, jusqu'aux veines. Quand ils faisaient des sculptures, ils vous faisaient jusqu'aux veines. Et vous aviez une deuxième école, l'école romaine, qui avait mis l'accent sur le drapé. C'est-à-dire, les hommes n'étaient plus nus, ils étaient habillés. Et donc, dans cette sculpture, la Pietà, vous avez les deux ensemble. Vous avez et le drapé, et le corps qui est mis en évidence. Donc, c'est un moment d'émotion où même quand vous voulez reprendre une œuvre d'un artiste comme celui-là, vous devez d'approcher la perfection. Quand les religieux de l'église ont vu ça, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Déjà, je crois que dans un premier temps, on avait surnommé le Michel-Ange du Gabon.
Bon, mais je ne sais pas si je peux porter ce titre-là. Mais c'est une œuvre, jusqu'à maintenant, comme je vous dis, postée sur les réseaux sociaux, c'est des bénédictions qui vous reviennent. C'est des bénédictions qui vous reviennent et vous dites au moins que vous avez fait quelque chose de bien. Et c'est comme je vous disais, c'est ça la vie de l'artiste. La vie de l'artiste, c'est pas tant... Parce que tous les artistes quasiment meurent pauvres. Mais ils meurent riches parce qu'ils créent et le monde se souviendra de la création que vous avez faite sur cette terre. J'ai envie de vous demander, dans toute votre vie d'artiste et de peintre, quelle a été pour vous la peinture qui a été votre plus gros challenge et certainement votre plus belle victoire, celle dont vous êtes le plus fier? Je crois que c'est la réflexion de cette chapelle. C'était un gros challenge? Oui, un gros challenge de 3 mois. Vous travaillez, vous faites 3 semaines de croquis, modification par modification. Vous faites, lorsque vous devez débuter, vous devez dessiner sur 23 mètres carrés x 2. Vous êtes obligé de travailler de nuit, donc de 18h, 6h du matin, parce que c'est des instants où c'est un peu plus calme, vous êtes l'esprit est un peu plus disposé, et pour la première fois, vous peignez en dehors de votre atelier. Donc vous comprenez que l'esprit doit figurer. Donc je crois que c'était mon plus gros challenge. Et vous savez que vous faites une œuvre pour les hommes et pour Dieu. C'est que les gens vont venir se recueillir là, les gens vont admirer ça et ça peut faire en sorte que ces personnes gardent la foi en Dieu. Donc vous comprenez que le défi est d'autant plus important que vous deviez mettre une partie de vous dans ces œuvres pour donner cette émotion-là, pour que les gens, dans le recueillement, retrouvent cette émotion-là. Donc je crois que aujourd'hui, ça a été un des plus grands défis que j'ai réalisé. Et c'est la première fois que j'ai réalisé une œuvre monumentale, parce que les fresques, on peut les faire, mais à des échelles réduites. Or là, on était à 23 mètres carrés, donc vous comprenez qu'il faut des proportions, parce que celle-là, par exemple, c'est des proportions. Il faut pouvoir rester dans les proportions, il faut pouvoir rester dans les normes et il faut utiliser l'espace qu'on vous accorde de manière rationnelle. Vous avez, selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que des organisations telles que celle-ci ou encore toutes les autres qui vous ont commandé des fresques ou des peintures vous fassent confiance? Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que seul le talent suffit? Non, le talent ne suffit pas, parce que c'est vrai qu'on dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Mais je crois qu'il y a le travail derrière. Vous pouvez être une âme bien née, mais tant que vous ne travaillez pas, je ne pense pas que vos prédispositions pour quelque chose vous apporte certainement le salut. Il faut travailler. Et le travail pour vous, ça se matérialise par quoi? De la discipline, enfin vous documentez, vous faites quoi exactement pour être aussi performant et pour améliorer votre technique au fur et à mesure? Bon, déjà, c'est comme vous dites, il faut une discipline de vie, parce que l'artiste n'est pas celui qui passe le temps permettez-moi l'expression, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Il vit de son art. Pour vivre de son art, il doit être en perpétuelle création, en perpétuel questionnement. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui plaît? Il faut se documenter, parce que aujourd'hui, avec la mondialisation, les techniques changent, les matériaux changent. Il faut pouvoir s'adapter aux évolutions. Et pour s'adapter aux évolutions, il faut connaître. Aujourd'hui, pour produire le meilleur travail, il faut le matériel qu'il faut. Et le matériel qu'il faut, on ne le trouve qu'en Occident. Donc vous comprenez que vous devez faire des sacrifices pour l'achat de votre matériel. Que la majorité de mon matériel, je l'achète en Occident, notamment en France. Donc, c'est pas des cacahuètes. Ça coûte ce que ça coûte. Vous avez la douane. Donc vous comprenez, vous avez ces petites choses-là qui font en sorte que à des moments, quand vous avez envie de vivre comme tout le monde, vous êtes obligé de faire des sacrifices. Et tout le monde connaît la vie des artistes. C'est pas des riches. Ils vivent chez eux. Ils n'ont pas les conditions qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir exercer pleinement ou pouvoir évoluer. Donc c'est toutes ces choses-là. C'est toutes ces choses-là qu'il faut aujourd'hui... c'est tous ces sacrifices-là qu'il faut faire aujourd'hui pour rester le meilleur. Mais en plus, les artistes gabonais sont prolifiques. Ils sont prolifiques et ils ont du talent. Si vous vous endormez sur vos lauriers en pensant que, bon, là, j'ai été appelé pour ça, ça veut dire que je suis maintenant le grand, vous vous trompez. Parce que malheureusement, même si l'ENAM ne remplit plus les conditions
pour produire de vrais artistes, mais il y a des gens qui arrivent là-bas avec le talent. Et vous êtes tout de suite surpassé si vous ne faites pas attention. Est-ce qu'un artiste peut proposer, je pense à une fresque que vous avez faite, est-ce que vous pouvez la refaire 20 fois, 40 fois pour 40 clients? Ou vous faites une version, une personne l'achète et c'est bon, on passe à la prochaine? Non, sinon on rentre dans ce qu'on appelle l'artisanat. Parce qu'il y a les différences entre l'art et l'artisanat. Ça ne veut pas dire que les artisans ne sont pas des artistes. C'est des artistes, sauf qu'ils ont la possibilité de faire des choses en forme, en plusieurs fois. D'accord? Mais c'est des œuvres. Même les œuvres d'un artisan ne sont pas toujours les mêmes. Il y a toujours un défaut quelque part qui fait la différence entre... sauf maintenant quand vous êtes dans ce qu'on appelle l'industrialisation de ce que vous faites. Là, là tout de suite, c'est copier-coller. D'accord. Mais une œuvre d'art, elle est unique. Vous voulez aller jusqu'où avec l'art? Vous voulez aller jusqu'où? Au sommet. J'ai dit une fois, pendant que je faisais mes ateliers chez Maître Minko Minze, on était allé à l'époque, je crois que c'était le Laïco. On était allé à une exposition de sculpture. Il voulait me faire voir un peu les différents domaines de l'art. Et je ne sais pas si mon papa se souvient de ça. Un jour, dans un coin de l'hôtel, je l'ai appelé et je lui ai dit, Maître, je veux être le meilleur artiste du Gabon. Et il m'a répondu, tu sais, il faut faire la différence entre un bon peintre et un grand peintre. Un bon peintre va vous faire des toiles. Les gens vont s'exclamer en disant, tiens, cet artiste-là, il a quelque chose. Tiens, ce tableau-là, il est très beau, il est. C'est sur 10 tableaux. Mais un bon peintre va vous faire une seule œuvre. Les gens vont s'arrêter pour regarder cette œuvre, pour se demander qu'est-ce qu'il a bien voulu faire. Ça peut être un simple point, mais c'est un point qui donne à réfléchir. Il me dit, dès que vous serez à ce niveau-là, vous commencez à être un grand prêtre. Merci, monsieur Patrick Louembé qui est avec nous. Je rappelle que votre page Facebook, c'est MMYLP. C'est MYLP, M-Y-L-P. Hein? Création. Ah, d'accord, ok. Ça veut dire quoi? Mavungu Yvon Louembé Patrick. D'accord, merci. Vous pouvez donc aller liker sa page Facebook. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi qui vous dis merci encore. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Start Fresh Morning.